Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert, je suis Art Advisor. Depuis 2 ans, le marché de l'art traverse une période d'adaptation à minima, avec une attention croissante portée à l'accessibilité, les galeries et les maisons de vente aux enchères cherchant à répondre aux nouveaux besoins des collectionneurs en explorant des modèles commerciaux plus flexibles et surtout axés sur le numérique. Et depuis le début de l'année 2025, le marché de l'art traverse une phase de mutation marquée par des défis économiques nouveaux comme des transformations structurelles profondes. Si l'été est généralement une saison plus calme pour le marché de l'art, cette année, il en a été définitivement autrement puisque la pause estivale traditionnelle a été l'occasion d'annonces de fermeture de galeries aux 4 coins de la planète, chaque cas étant certes différent et reflétant des causes variées, même s'il existe un refrain commun aujourd'hui du fait d'une évolution certaine pour les galeries du modèle économique et de frais généraux souvent prohibitoires. Et cela pose des questions générales presque essentielles sur la forme actuelle du marché de l'art et notamment sur le modèle économique de la galerie à adapter au marché dans sa forme actuelle. Alors ce n'est pas la première fois que l'industrie de l'art se retrouve dans une telle situation avec une période d'introspection. Au début des années 1990, une forte récession avait provoqué un ralentissement du marché, puis des périodes similaires se sont produites avec notamment en 2008, lorsqu'environ des dizaines de galeries à New York, première place du marché, ont fermé leurs portes. Et à l'époque, comme maintenant, des questions similaires ont été posées sur l'orientation future de l'industrie de l'art. Et pour rappel, le sillage de la crise financière de 2008 a cédé la voie à plusieurs changements importants et plutôt nécessaires dans le marché de l'art. Et à l'époque, c'est grâce à la diversification mondiale, en particulier en Asie et au Moyen-Orient, et aux foires d'art, qui sont devenus des centres de commercialisation cruciaux, que le marché a résisté. Et c'est aussi à ce moment-là que la crise a également accéléré les premières expériences numériques, avec notamment la plateforme Artsy, qui a renforcé le financement de l'art en ligne, et aussi les garanties de vente aux enchères et les nouveaux fonds d'investissement artistique. Ces changements ont alors pu stabiliser le marché, mais ont également jeté des bases d'innovation durable. La toile de fond sous-jacente, aujourd'hui, bien qu'elle ne semble pas aussi grave, présente quelques similitudes. Depuis la pandémie, les frais généraux et le coût d'exploitation des galeries ont effectivement doublé. Et depuis 2 ans, les entrées en trésorerie ont vraiment diminué. Alors, les 6 derniers mois, pour tous les acteurs du marché, ont vraiment été une période de réflexion avec des changements dans le monde de l'art conséquents, mais aussi une occasion opportune de reconsidérer les fondamentaux. Et aujourd'hui, si nombre de galeries et de foires sont en train de se recalibrer, de nombreux collectionneurs prennent également un moment pour réfléchir à leur comportement d'acquisition, constatant parfois une déconnexion entre les galeries et eux. En effet, seulement 17% des collectionneurs interrogés dans le dernier rapport Art Market Trends 2025 d'Artsy déclarent que le marché de l'art dans sa forme actuelle répond à leurs besoins. Et soulignent que la crise actuelle ressemble plus à un changement d'habitude culturelle et comportement d'achat, notamment dans la façon dont les gens veulent dépenser leur argent, mais aussi leur temps et leur énergie. Mais qui dit crise, dit opportunité, comme je l'ai souligné dans l'épisode précédent, avec des points positifs à rappeler dans cet épisode à l'aube de cette nouvelle rentrée. Les grands gagnants de cette mutation du marché de l'art vont être d'une part les artistes émergents, soit ceux et celles qui sont au premier stade de leur carrière artistique professionnelle, et d'autre part les œuvres à des prix abordables qui ont connu un intérêt accru dans un contexte de ralentissement du marché cette année. Et la prochaine étape pour les galeries et le marché premier est probablement un peu plus de réflexion pour retrouver un équilibre en se reconcentrant sur les expositions et le développement de la carrière de ces jeunes artistes. Par ailleurs, comme maintes fois rappelé, nous sommes au milieu d'un changement générationnel avec une nouvelle génération d'acteurs, du côté des marchands et des galeristes comme du côté des collectionneurs qui font leur apprentissage du marché.
Alors oui, certains acteurs et secteurs vont tirer leurs épingles du jeu, et notamment l'art plus abordable, soit des œuvres vendues à moins de 50 000 $ ou euros, qui depuis 2 saisons gagnent en popularité en élargissant la base de nouveaux acquéreurs, notamment parmi les jeunes générations. Et on observe également un intérêt croissant pour les artistes femmes et pour l'art brut, reflétant une plus grande attention des collectionneurs qui est portée à la diversité et à l'inclusion. Alors dans ce nouvel épisode, au-delà d'une certaine prospective, et parce que finalement je ne le fais pas aussi souvent en tant qu'analyse du marché, je voudrais livrer aux futurs acquéreurs, et ceux en tant qu'art advisor qui décryptent chaque mois depuis 2020 les tendances de ce marché, quelques conseils de rentrée. En ce qui concerne l'acquisition de l'art contemporain, cela reste un placement, et j'aime pas trop ce mot-là, mais quand même, qui reste adapté aux investisseurs en art, ayant une stratégie de diversification et une tolérance au risque modéré. En revanche, il est conseillé de privilégier des artistes jouissant d'une certaine réputation et donc d'un historique de vente avéré, soit celles et ceux qui ont une valeur croissante sur le marché. En ce qui concerne l'art brut, qui offre une expression authentique et personnelle de leurs artistes, qui est souvent négligé par les investisseurs, j'ai tendance à dire aux plus jeunes collectionneurs que j'accompagne que c'est un choix idéal pour les art lovers passionnés et même les collectionneurs désireux de soutenir des artistes émergents. Cependant, il est important de mener des recherches approfondies et de collaborer avec des galeries et des spécialistes afin d'évaluer le potentiel du marché de ces œuvres. En ce qui concerne les œuvres des artistes femmes, drôle de définition, j'en conviens, de terminologie, mais c'est celle du marché. Il faut tenir compte du fait que leur marché est encore en développement car les artistes femmes sont parfois méconnues. Une recherche ciblée est donc nécessaire et il est conseillé de privilégier des artistes reconnus déjà par des institutions muséales ou des prix et celles présentes dans les foires ou des ventes aux enchères, comme de suivre leurs tendances, car de plus en plus de galeries et de foires leur consacrent des sections exclusives, cherchant à augmenter leur visibilité. Enfin et surtout, dernier conseil, il est important de comprendre que l'acquisition d'art est le plus souvent un investissement à long terme. Donc des points positifs en cette rentrée existent et je voulais les souligner plus spécifiquement. En premier lieu, du côté du marché, des grandes galeries qui sont en train de signer des artistes émergents. Pour rappel, le terme émergence peut désigner une variété de facteurs, l'âge n'en étant qu'un, et il implique des prix entre 10 000 et 45 000 $ ou euros. Avant la mutation actuelle, c'était plutôt les galeries plus jeunes ou moins importantes qui repéraient les artistes émergents et choisissaient de travailler, de les représenter pendant plusieurs années avant d'être parfois au détour d'un prix prestigieux, par exemple, captés par des galeries beaucoup plus influentes du marché comme Gagosian, Hauser & Wirth, Pace ou White Cube notamment. Mais avec un flétrissement cette année, en particulier des ventes haut de gamme, ces méga-galeries regardent de plus en plus vers ce premier marché, le comportement des acquéreurs étant par ailleurs en train de changer. Et de fait, la spéculation qui a alimenté le marché de l'art durant ces dernières années pour ces jeunes artistes s'est considérablement refroidi. Pour rappel, le total des ventes aux enchères dans la catégorie ultra-contemporaine, soit les artistes de moins de 40 ans, a chuté de 38% entre 2023 et 2024. Et les collectionneurs aujourd'hui recherchent des artistes émergents qui ont des engagements pérennes avec leur galerie. Et plus encore, comme nous le rappelle le collectionneur et ami Sylvain Lévy, le marché émergent reste certes modeste en prix, mais très riche en conviction. Alors les grandes galeries, en diversifiant leurs offres et donc leurs prix, cherchent à attirer de nouveaux collectionneurs, car convaincus que 20 000 $ qui vont être dépensés chez Pace Gallery, par exemple, ne représentent pas la même chose que 20 000 $ dépensés dans une jeune galerie. Les collectionneurs se sentant plus en sécurité en acquérant de l'art dans ces méga-galeries qui peuvent apporter leur clientèle, et ce, même si les plus petites galeries ont des relations beaucoup plus étroites avec les institutions
ces relations étant souvent essentielles pour le début de carrière des artistes. Or, à ce jour, s'il y avait une co-représentation entre ces deux types de galeries, pour ces artistes, à mesure que les grandes galeries reconnaissent le rôle vital que jouent les plus petites dans la vie des carrières des artistes, ces partenariats peuvent causer beaucoup de confusion, notamment pour les collectionneurs, et pour qui fait quoi et pourquoi. Et les collectionneurs commencent à s'en plaindre et affirment, pour nombre d'entre eux, vouloir spécifiquement acquérir le travail d'un ou d'une artiste émergente dans la galerie avec qui il travaille depuis le début de sa carrière. Et je souhaiterais utiliser ma minute pratique pour analyser quel impact va avoir cette mutation du côté des artistes, surtout ceux qui attendent d'être découverts, et afin de leur transmettre quelques conseils à eux aussi. Il est notoirement difficile pour les artistes émergents de se faire un marché, et en 10 ans de métier en tant qu'art advisor, parti très souvent à leur rencontre, j'ai pu constater que sur des milliers d'étudiants d'écoles d'art qui démarraient chaque année leur carrière sur le marché de l'art, seuls ceux qui sont détectés tôt ou juste après leur sortie dans un écosystème aujourd'hui qui est sursaturé arrivent à émerger sur le marché. C'est la raison pour laquelle j'ai créé cette année une solution en ligne à la demande, Coach for Arts, pour accompagner ces jeunes artistes, car pour ces jeunes talents émergents, il faut se démarquer et il y a des règles et comportements à adopter. Tout d'abord, il faut être proactif dans la construction d'un réseau, soit exposer largement son travail auprès des bonnes personnes, sans avoir la crainte de se confronter à ses pairs, car l'une des principales sources pour découvrir de nouveaux artistes est d'autres artistes. Le monde de l'art est difficile à aborder sans réseau. Alors si des artistes ne sont pas en galerie, qu'ils se rassurent aussi, car de nombreux musées et conservateurs cherchent à établir des relations de travail directes avec de jeunes artistes. Il faut aussi, deuxième conseil, présenter son portfolio en ligne, et pas forcément à partir d'un site web, car de plus en plus, au-delà du bouche à l'oreille, le sourcing d'œuvres d'art se fait pour de nombreux collectionneurs ou conservateurs sur Instagram. Et tout ce que les artistes peuvent faire pour rendre leur travail facilement accessible est essentiellement utile. Pour rappel, un portfolio bien construit, c'est la preuve visuelle de l'évolution du travail de l'artiste. Troisième conseil, avoir un message très clair, un motto ou un manifeste, au-delà de l'art, c'est l'art. Les collectionneurs plus jeunes donnent particulièrement une importance aux idées qui encadrent le travail des artistes, comme aux histoires de leurs œuvres, leur création n'ayant pas forcément besoin d'être explicitement politique pour être prise en compte, mais en revanche devant exprimer une vision personnalisée. C'est aussi sans doute la raison pour laquelle j'ai créé Paroles d'artistes en 2018, afin de donner en quelques lignes, pages et illustrations, la possibilité de s'exprimer à l'écrit et surtout une visibilité à l'instant T pour un artiste dans sa carrière débutante. Il faut enfin, en quatrième conseil, éviter certains pièges. Une fois que l'artiste est en lien avec un conservateur, une galerie, un collectionneur potentiel, il y a effectivement des pièges à éviter. En plus d'une bio qui doit être construite, d'un concept intéressant, l'artiste doit être capable de prendre en compte des questions de budget concernant la production de ses œuvres, comme un calendrier de travail réaliste. Car si une galerie le représente à terme, il ou elle doit parvenir à tenir les délais et les contraintes de financement de ses œuvres. Enfin, dernier conseil, mais vraiment important, restez flexible, car c'est essentiel. L'artiste qui entre dans le marché de l'art a certes énormément d'attentes, mais il ou elle va intégrer un processus collaboratif qui nécessite véritablement une certaine flexibilité. Et par expérience, il est incroyablement utile d'être ouvert aux opportunités et aux alternatives, notamment lors de la production d'œuvres, et ce en termes de localisation, voire de matériaux utilisés, d'échelle et surtout de financement. Passons-nous maintenant du côté des marketplaces, des places de marché. Et comme souligné lors d'un épisode précédent, le marché international se déplace de plus en plus vers l'Orient, l'Asie, le Moyen-Orient, et cette rentrée sera aussi assez significative pour cette région du monde. Car si en 2025 le marché de l'art semble être en difficulté un peu partout,
en Asie, et notamment au Japon et en Corée, il y a certaines raisons d'être plus optimiste. Les dernières analyses offrent un aperçu de développement de la région, qui va accueillir dès les premiers jours de septembre des foires d'art prestigieuses lors de la semaine annuelle de l'art en Corée, à Séoul, avec Free Séoul du 3 au 6 septembre pour sa 4e édition et la KIAF Séoul du 3 au 7 septembre pour sa 24e édition. Et la semaine suivante, ce sera la 3e édition de Tokyo Jendai au Japon. Ces deux pays représentent des puissances culturelles régionales majeures et voire internationales, car une analyse récente de l'économiste Claire McAndrew, qui réalise chaque année le rapport annuel du marché de l'art, révèle que le marché de l'art japonais a dépassé la moyenne mondiale au cours des 5 dernières années. Le Japon, par ailleurs, abrite des stars comme l'artiste Yayoi Kusama, Yoshito Monara et Takashi Murakami, et des jeunes personnalités artistiques de plus en plus demandées, comme l'artiste Yu Nishimura, qui est né en 82, dont le total des enchères est passé de à peu près $280 000 l'année dernière à plus de 2,25 millions de dollars cette année. Et bien que le Japon et la Corée du Sud représentent un petit pourcentage du marché mondial de l'art, leurs résultats ont été bien meilleurs que ceux de la Chine cette année, qui a connu une contraction de 46,1% des ventes aux enchères annuelles en 2024, selon le rapport Artnet Intelligence. Par ailleurs, en Chine, les investissements dans l'art gagnent du terrain, mais à Hong Kong. Et ce, du fait qu'aujourd'hui, des investisseurs peuvent entrer sur le marché en acquérant des œuvres dont le prix est inférieur à 58 000 $ américains. Et alors que le marché boursier de Hong Kong montre des signes de reprise, un nouveau type d'investissement a capté l'attention des plus jeunes investisseurs, parce qu'en effet, autrefois, c'était considéré comme un achat de luxe ou de passion, alors qu'aujourd'hui, l'art est maintenant inclus dans les portefeuilles en tant qu'actif légitime, dans un contexte de volatilité des marchés, d'incertitude mondiale, et surtout de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Et près de 40% des acquéreurs en Asie ont maintenant moins de 44 ans, comme le souligne le dernier rapport China Art Market. Par ailleurs, les investisseurs internationaux voient également de plus en plus Hong Kong comme un hub important de vente aux enchères d'œuvres d'art, car cette région administrative qui est spéciale en Chine est citée comme le 3e plus grand marché de l'art, marketplace au monde derrière New York et Londres. Et grâce à cet emplacement stratégique, Hong Kong est un point d'entrée avec des collectionneurs potentiels en Chine continentale. Enfin, l'Inde et son milliard d'habitants enregistrent aussi une évolution très dynamique de son écosystème artistique, l'art et le design étant deux disciplines très intrinsèquement imbriquées pour les collectionneurs en Inde, et la croissance du marché de l'art indien depuis 25 ans a été vraiment remarquable. Cette explosion a été d'ailleurs alimentée non seulement par des collectionneurs connaisseurs, mais aussi par des primo-accédants de plus en plus enthousiastes, avec une clé de compréhension de ce marché en expansion qu'il faut souligner, c'est le développement d'infrastructures comme les plateformes, les foires artistiques, les biennales, les expositions, qui ont favorisé la sensibilisation à l'art et surtout son accès. Je ne le répéterai jamais assez, les nouveaux collectionneurs des nouvelles générations sont en train de transformer le marché. Alors même avec les récentes fermetures de galeries très médiatisées cet été, il y a des signes concrets que le marché de l'art n'est pas en déclin. Le nombre d'œuvres de moins de 50 000 $ vendues aux jeunes collectionneurs et aux premiers acquéreurs augmente chaque jour et leur présence croissante sur le marché remodèle ce qui est proposé jusqu'à la manière dont l'art est acheté. Ce faisant, ces nouveaux art lovers remettent en question les hiérarchies traditionnelles et créent de nouvelles voies d'accès à l'art en dehors de systèmes plus conventionnels, leurs préférences en matière d'accessibilité et de transparence, poussant les galeries traditionnelles en concurrence directe avec des plateformes en ligne et des espaces hybrides qui correspondent plus à leur habitude de consommation. Pour de nombreuses galeries, la survie signifie alors maintenant apprendre à parler à ces publics qui ne se considèrent plus comme des collectionneurs au sens traditionnel du terme et qui ont une priorité.
acquérir des œuvres d'art certes diverses, mais de haute qualité et à des prix accessibles et qui reflètent leur vécu, leur vision ou leurs préoccupations actuelles. Alors oui, le marché de l'art semble bien être prêt ici et ailleurs pour sa rentrée. En France, cela va s'illustrer par une première avec l'édition du 20 au 24 septembre de Fab Paris au Grand Palais, car selon son président, Louis de Bézère, septembre est finalement un mois merveilleux pour les arts à Paris, avec des collectionneurs internationaux, des conservateurs et des touristes qui convergent sur la ville pour profiter de tout ce qu'elle a à offrir. Cette nouvelle date de ce salon, dans le calendrier des collectionneurs amateurs d'art, marque un nouveau chapitre dans l'évolution de la foire pour sa 4e édition. Ce sera aussi le tour, dès le début du mois, du 9 au 14 septembre, de la nouvelle édition, la 24e, le Parcours des Mondes dans le quartier des Beaux-Arts à Saint-Germain-des-Prés à Paris. Parcours des Mondes étant le plus important salon international consacré aux arts d'Afrique, d'Océanie, des Amériques, d'Asie et à l'archéologie, et ce tant par le nombre, la qualité ou la diversité de ses exposants. Puis en Europe, on aura la Berlin Art Fair du 11 au 14 septembre avec un accent particulier donné aux galeries japonaises durant la Berlin Art Week. Et à Amsterdam, nous aurons la Hungry Eye Fair, anciennement haute photographie. À Monaco, cela sera le Art 3F Monaco du 19 au 21 septembre. Au chapiteau de Fontvieille, et nous aurons aussi en Grande-Bretagne la British Art Fair du 25 au 28 septembre. Aux États-Unis, c'est la foire internationale Affordable Art Fair qui va inaugurer la semaine très attendue de l'Armory Show à New York. Et en Asie, on va assister, comme déjà signalé, à une semaine très importante en Corée à Séoul, où tous les projecteurs des collectionneurs asiatiques vont être braqués. Puis à Tokyo, avec la Tokyo Jandai, du 12 au 14 septembre. Et enfin, sur le continent américain, après la semaine de l'Armory Show, c'est en Amérique latine, du 10 au 14 septembre, qu'aura lieu Art Rio 2025. Pour rappel, à New York, la semaine de l'Armory Show va accueillir aussi la foire d'Art on Paper à Manhattan, juste avant, du 4 au 7 septembre. Et l'Armory Show est la plus grande foire d'art moderne et contemporain qui est organisée à New York, Javits Center. Alors si le ralentissement dans la durée du marché de l'art, comme le soulignait récemment l'ancien directeur d'Art Basel, Mark Spiegler, est sans doute le signe que, au-delà d'une mutation du marché, la financiarisation de l'art s'essouffle, nombre d'acteurs appellent à un retour aux valeurs intrinsèques de l'art, le traitement de l'art en tant qu'actif financier, qui n'en est pas un au sens propre, ayant lié sa valeur au prix du marché et l'a exposé à une forte volatilité finalement contre-productive. Alors même si les nouveaux tarifs douaniers comme les changements géopolitiques en cours vont vraisemblablement faire perdurer ce ralentissement, j'ai envie de vous livrer ma morale de l'histoire, et ce pour garder le moral en cette nouvelle rentrée. Le marché de l'art, on le sait maintenant, et si bien, depuis ces différentes crises, a une énorme capacité d'adaptation et de réinvention. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 8 de la saison 6, nouvelle entrée du marché de l'art, mais sous quels auspices? Restez à l'écoute pour un prochain épisode, ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.